recevoir Michel Laurent. Bonsoir. Bonsoir Yves. Est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci de m'accueillir dans les studios de Radio Shalom. Bon, avec grand plaisir. Alors, d'abord présentez-vous pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, et après on parlera de votre parcours, tout doucement. Alors, tout d'abord, je m'appelle Michel Laurent. Je suis sculpteur, en tout cas je me définis comme sculpteur métal. Et je vis et je travaille en Franche-Comté, plus précisément en Haute-Saône, et très exactement à Montagnier, donc entre Pem et Marnay. Oui, c'est une belle région. Hein. Oui, tout à fait. Donc je travaille donc dans ce village, j'ai mon atelier évidemment sur place. Ma matière de prédilection n'est autre que l'acier. L'acier sous ses formes les plus basiques. Que ce soit de l'acier de récupération, oui. Différents objets que je peux glaner dans des casses, chez des gens, par des amis qui me le mettent de côté, ou au fil de mes pérégrinations en fait, ou de l'acier que je vais acheter chez un distributeur. De l'acier en feuille, de l'acier en tube, enfin voilà, toute forme d'acier qui me permet ensuite de mettre en œuvre mes idées pour créer des sculptures qui sortent tout droit de mon imaginaire, ou qui sont des sculptures qui répondent à des commandes en particulier. Et comment ça se déroule exactement ? Ça se déroule des fois, est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez des fois un imaginaire justement très créatif pour exploiter votre matière, quoi. C'est quand même, il faut quand même savoir s'exprimer à travers cette matière qui est quand même pas facile à travailler quand même. Ben, l'acier comme d'autres matières, je les travaille depuis très longtemps. En fait, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu dans ma chambre des outils. Ah bon ? Et j'ai travaillé. Alors au départ, c'était pas tant pour faire des sculptures, c'était plus un ouvrage, en fait, un travail de la matière, que ce soit l'acier, le bois, le carton ou autre, plus pour des choses, faire des petits objets, des jouets, ou même simplement réparer son vélo, le modifier, le transformer. Mais en fait, tout ce parcours depuis très longtemps, depuis mes jeunes années, tout ce parcours m'a permis d'avoir une habileté, une approche de la matière, une connaissance de la matière qu'aujourd'hui je travaille, on va dire, assez naturellement, et sans avoir peur de ses caractéristiques, de ses réactions, sans trop me poser de questions. En fait, les choses sont devenues naturelles pour moi, en tout cas en ce qui concerne l'acier. Et c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais comme une journée, on va prendre une journée ordinaire. Vous commencez à quelle heure et comment ça se passe dans une journée pour vraiment manipuler cette matière et puis en faire quelque chose ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Yves. C'est vous qui dites. Oui, ça dépend bien sûr. Alors là, on rentre un peu dans le détail, mais par exemple, ça dépend de la météo. Ah bon ? Oui, tout simplement. Parce que même si j'ai un atelier couvert avec mes outils et mes outillages, oui. Je travaille dehors à 90% du temps. Ah, ça, je vous le dirai, on l'abordera un petit peu plus tard. Oui. Je vous parlerai de mes outils, on l'abordera un petit peu plus tard, et je vous dirai pourquoi je travaille dehors. D'accord. En tout cas, pour revenir à la matière, l'acier, c'est pas vraiment une matière noble en fait, parce que beaucoup d'amateurs d'art, par exemple, se tournent vers le bronze, oui. Se tournent vers le bois, ou vers le verre. L'acier, j'ai l'impression que c'est une matière qui est un petit peu délaissée, mais en tout cas que je trouve moi-même formidable, parce qu'on peut l'acier est malléable, on peut le souder, on peut le plier, le découper. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mm-hmm. Alors ce qui est vraiment amusant, c'est que parfois, des personnes que je rencontre sur des expositions me posent la question, mais alors, où est-ce que vous avez appris à travailler l'acier ? Oui, c'est vrai. Vous auriez très bien pu me poser la question. Ah ben moi, oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, je réponds, en fait, j'ai assez peu appris à travailler l'acier. Parce que la première matière que j'ai appris officiellement à travailler, c'est-à-dire au cours d'une formation, c'est le bois. C'est le paradoxe, ça, c'est vraiment... Oui, c'est très amusant. J'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours à l'école Boulle,
à Paris, oui. l'école d'art appliqué. Ça m'a vraiment passionné, faire de la sculpture ornementale, apprendre aussi en parallèle le dessin, et puis le modelage, pour appréhender les formes de la matière. Et au sortir de l'école Boulle, assez rapidement, un élève qui était avec moi à l'école Boulle m'a proposé de faire dans une association un stage de forge. J'ai répondu tout de suite oui, parce que ça m'attirait, le métal m'attirait. Et alors dès lors que j'ai commencé à forger, il y a eu ce déclic pour l'acier. J'ai pas pour autant délaissé le bois au début, parce que c'est une matière que j'ai plaisir encore à travailler, mais j'ai moins de temps pour le faire aujourd'hui. Et rapidement, j'ai forgé, ça m'a plu, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait entre cette matière et moi. C'était finalement plus en résonance avec mes aspirations. Et ensuite, je me suis perfectionné avec 2-3 stages, et pour le reste, j'ai appris seul, sur le tas, comme on dit. Oui. Tout à fait. C'est quand même, moi je trouve que quand même c'est quand même très original, parce que moi je m'attendais à quelque chose d'assez plus sophistiqué, quelque chose d'assez compliqué. Finalement c'est de votre propre, je veux dire, c'est quand même curieux, parce qu'on a l'impression que le fait que vous ayez cette passion, ça a été plus facile de l'apprivoiser. C'est curieux, c'est ça. Oui, la volonté d'avancer, d'apprendre par soi-même, l'apprentissage par l'expérience. Et la curiosité aussi. Oui. Des fois on ne sait pas, on se dit j'achète tel outil. Et puis je dirais une de mes spécialités pour avancer, ça aide aussi à avancer. Il m'est arrivé pour des expositions par exemple de dire à telle date, telle exposition, je ferai telle pièce, j'exposerai telle pièce dans telle exposition. Mais quand je disais cela, au moment où je le disais, je ne savais pas comment j'allais la réaliser. Et c'est souvent ce qui m'a fait avancer. Plusieurs fois comme ça, c'est ce qui m'a fait... pendant des semaines, j'ai réfléchi, je me dis mais comment je vais faire cette œuvre, comment je vais faire cette sculpture. Ça m'a poussé à discuter avec d'autres personnes, à réfléchir, à faire des recherches. Et j'ai trouvé. Ces avancées, au rythme d'exposition, au rythme de petits challenges, m'ont amené à me perfectionner. Et ça, c'est très intéressant. Oui. Et aujourd'hui, je peux dire que j'utilise des outils. J'expliquerai après quels sont ces outils, mais j'utilise des outils qui sont le fruit de ce cheminement. Voilà. Alors, si on parlait de vos outils, puisque vous avez des outils pour travailler cette matière, et c'est quoi comme outils? C'est des outils spéciaux? C'est des outils qui sont fabriqués spécialement pour travailler la matière ou... Alors oui, Yves, ce sont des outils spéciaux, donc je rappelle que je travaille l'acier. Je travaille l'acier en couche mince, en feuille fine, en feuille épaisse, un peu sous toutes ses formes. Et pour cela, j'ai des outils qui sont un petit peu particuliers. Alors j'utilise bien sûr les outils standards du métallier. On va dire la meuleuse, la perceuse, même des fois pour ajuster des limes, voilà tout ce qui est petit outillage. Et puis j'ai bien sûr un poste à souder. Oui, comme ça c'est indispensable, un poste à souder à l'arc, et puis également un autre poste à souder pour faire des soudures assez fines, un poste qui est utilisé par les carrossiers notamment. C'est un poste à l'électrode tungstène, donc ça s'appelle un poste à souder TIG. 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 Voilà, c'est particulier. Ça permet de faire de belles soudures fines et régulières. Et puis l'outil, alors vraiment l'outil de base, de prédilection, l'outil de chevet presque, c'est la torche plasma. Qu'est-ce que la torche plasma, Yves ? Je connais la définition du plasma, mais une torche plasma, je vois pas trop bien à quoi ça peut servir, si je ne vois pas trop bien. Eh bien, c'est très simple. Ça sert à découper. Non, à découper ? Ça sert à découper l'acier. Ah oui ? Oui, très simplement. C'est un outil électrique qui marche en le branchant sur le secteur et puis en reliant l'appareil à un compresseur. D'accord. Un compresseur d'air, tout simplement. Ah oui. Et cet outil permet de découper l'acier en générant un arc très puissant. C'est l'équivalent, on va dire, de loin, c'est l'équivalent du poste à découpe par oxycoupage.
oxygène, acétylène. Ça, c'est beaucoup plus connu. Ah bon, c'est vrai? Oui, les professionnels, les gens qui travaillent le métal connaissent ça. Le post-plasma, c'est un peu moins connu, mais c'est franchement beaucoup plus pratique. C'est vrai? Oui, ça permet de faire un travail beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et puis, à l'usage, c'est quand même moins dangereux que l'acétylène, qui est un gaz quand même explosif. Oui, c'est vrai, oui. Donc, voilà. Donc, tous ces outils, je les utilise... pas au quotidien mais presque en tout cas pour réaliser les sculptures. La torche plasma, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Ensuite le poste à souder et puis les petits outils qui viennent autour, bien sûr, pour parfaire le travail, réaliser les finitions, faire des tracés, etc. Je dois vous dire que on dirait pas comme ça lorsqu'on voit une sculpture en métal, mais ça demande une variété très large d'outils. Ah bon? Vraiment beaucoup. Oui, des outils, voilà, des petits, des moyens, des gros, et de toutes les sortes, et plusieurs meuleuses, parce qu'il y en a une qui va être montée avec tel disque, une autre avec tel disque, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de petits outillages. Et puis, donc pourquoi je travaille dehors? On en parlait tout à l'heure. Pourquoi dehors? Et oui, dehors, déjà parce que quand il fait beau, c'est agréable. Oui. Ensuite, mais ensuite surtout parce que lorsque l'on soude, lorsque l'on découpe le métal, lorsqu'on le meule, lorsqu'on le ponce, on génère des poussières. On génère des gaz qui sont pas très bons à respirer. Ah, c'est à cause de ça. Donc, j'ai décidé il y a quelques années de ne jamais, sauf très ponctuellement, et ça peut arriver de travailler à l'intérieur, mais tout le reste, je le fais dehors. Quitte à attendre, s'il pleut, je fais autre chose. Voilà, donc je suis tributaire de la météo. Donc en ce moment, si je dois travailler dehors, c'est plutôt le matin de bonne heure. Oui, parce qu'il y a vu la canicule. ou en fin de journée. Le midi, je fais la sieste. Ah il vaut mieux, tout à fait. Oui, parce que c'est pas la peine de prendre des risques. Et donc dehors, j'ai un grand établi modulaire de 3 mètres par 3. Et puis je travaille en extérieur. D'autant plus l'extérieur aussi, ce qui est important, c'est que je travaille de plus en plus, et ça j'en parlerai un peu plus tard dans le déroulé de notre interview, je travaille de plus en plus sur des pièces lourdes. Ah oui. Sur des pièces de métal qui pèsent vraiment leur poids et qu'un homme seul ne peut pas déplacer à main nue. Donc j'ai pour cela investi récemment dans un engin de levage. Je peux pas forcément le rentrer dans l'atelier, donc en extérieur c'est très bien, ça permet d'amener les pièces, de les façonner, de pouvoir les manutentionner avec cet engin et puis de les assembler. Donc c'est idéal dehors. C'est idéal. Il n'y a pas de limite en hauteur, on est à l'air, etc. Voilà. En attendant, je préserve mes poumons. Ça, il vaut mieux. Hein. Et voilà, pour sculpter longtemps. Oui, on espère pour vous, très très longtemps. Hein. Tout à fait. Bon. Et puis, est-ce qu'on attend un petit peu pour parler de vos expositions on peut commencer à parler des expositions tout. Simplement. Dites-moi tout. Alors bien sûr, il y a le travail. Il y a le travail en atelier, le travail de conception, pour éventuellement y revenir après. Donc le travail de conception, de réalisation, le travail en atelier un peu, je dirais, solitaire. Et puis, à l'opposé, il y a la phase exposition. Voilà, alors je vous parlerai après le prochain morceau de musique, peut-être. Je vous parlerai de mes différentes expositions, mais ce que j'aimerais dire avant cela, c'est que c'est tout un pan de mon travail qui est très important, l'exposition. Alors évidemment, pourquoi on expose ? C'est pour montrer son travail, c'est pour se faire connaître. Bien sûr. Et puis pour vendre aussi, faut bien vivre. Ça, oui, il faut bien vivre. Comme dans toutes les professions. Mais au-delà de cela, ça m'intéresse et il y a toujours une curiosité, une envie de découvrir des gens qui sont intéressés, pas forcément par mon travail, mais qui sont intéressés par l'art. Des gens qui vont venir jeter un œil, se promener, qui vont avoir peut-être un avis un peu plus aiguisé, qui vont avoir des suggestions à faire, qui vont échanger. C'est vraiment, à chaque fois exposé, je fais le parallèle, quand on met en œuvre son stand, l'expo, donc c'est souvent un gros travail, surtout j'expose pas des timbres, donc non, c'est vrai, c'est souvent en centaines de kilos, voire une tonne de matériel à mettre en œuvre. Et puis voilà, on est dans son stand et on attend. Et pour moi, c'est un peu le même suspense que faire de l'autostop. Vous faites de l'autostop, vous attendez le pouce, vous savez pas qui va s'arrêter. Il y a un peu ce côté mystérieux. Ah, je vois. Et
quand on est dans son stand, l'exposition ouvre, on ne sait pas qui va venir. Et ça, c'est un... Ça donne un peu des... Ouais, il y a un petit côté, voilà, c'est la loterie, le mystère. Oui, un petit truc, un petit frisson, quelque chose. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est bien, je trouve. Mais complètement. Moi, je trouve que c'est vraiment très très bien, c'est bien. On fait un petit arrêt, puis après on revient à notre conversation sur l'art, la sculpture d'art, mais métallique. Et ça, c'est uniquement sur Champ de Besançon. Il est 17h05. L'exposition et puis aussi du dialogue avec le public, c'est un petit peu ça. C'est vous qui me dites-moi tout. Oui, eh bien des expositions. On a parlé juste avant le morceau de musique des échanges avec le public, de mon intérêt quant à rencontrer le public. Toujours différent, jamais pareil. C'est toujours une surprise de rencontrer des visiteurs, même si évidemment beaucoup posent les mêmes questions. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Moi, je les invite franchement s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont l'habitude ou pas de visiter des expositions d'art contemporain, allez demander aux artistes quels sont leurs rêves, demander ce qu'ils ont voulu dire ou simplement comment leur démarche de création. Il ne faut pas avoir peur en fait, parce que beaucoup de visiteurs, je pense, n'osent pas, et je les comprends. Moi-même, quand je visite des expositions, j'ai pas toujours le déclic ou le courage d'aller demander à l'artiste en me disant oui, c'est un peu idiot, peut-être que je vais lui demander, mais allons tous dans la voie du rêve. Pourquoi ça, comment, quelle démarche, quel fil conducteur. Parce que moi, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer du rêve, justement. Proposer du rêve aux personnes qui vont venir voir mes sculptures, qui vont venir les acheter peut-être, pourquoi pas. Et c'est ma fonction principale. Je sors de ce qui est fonctionnel. Alors que des fois des visiteurs viennent me voir en me disant « Ah bah tiens, là je ferais bien une lampe avec cette sculpture » ou tiens, l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ferait bien un cache radiateur avec un godet de pelleteuse sculpté en dentelle, mais très sérieusement et tout est possible. Oui, pourquoi pas. Alors de parler des expositions que je suis en train de faire cet été, je voulais simplement dire aux auditeurs, donc rappeler que je sculpte l'acier. Et puisqu'on a parlé de ma façon de travailler, de mes outils, de mon atelier, celles et ceux qui sont intéressés peuvent très facilement trouver des photos, ce qu'on appelle le making-of, un petit peu les coulisses de la création. Il y a énormément de photos dans une page que je nomme Making of sur mon site internet. Et pour celles qui souhaitent découvrir mon site internet, c'est très simple. Il suffit d'aller sur votre moteur de recherche préféré et de taper Michel Laurent sculpteur. C'est tout. Et là, c'est clair, vous allez tomber sur la première page, vous allez tomber sur mon site internet. Michel Laurent sculpteur. Voilà, rien de plus. Alors, je vais maintenant vous parler de mes expositions actuelles. Elles sont au nombre cet été de 4. Il y en a. Alors, la première, elle est installée à Andrézy. Andrézy, c'est en région parisienne. Oui, on est beaucoup plus loin que la Haute-Saône. Ah oui. C'est en région parisienne, à côté de Conflans-Sainte-Honorine, dans l'ouest parisien. Je vois. C'est une exposition collective qui est organisée sur une île qui se trouve sur la Seine. Et nous sommes 40 artistes à exposer des œuvres extérieures, pour la plupart assez grandes. Alors pour l'exposition à Andrézy, j'ai créé 3 sculptures monumentales en acier Corten. L'acier Corten, pour celles et ceux qui connaissent peut-être, c'est un acier autopatinable, donc qui peut durer encore en extérieur. Donc des sculptures monumentales qui sont visibles elles aussi sur mon site internet. Donc ça, c'est à Andrézy, c'est pour les personnes qui sont peut-être dans le Val d'Oise ou les Yvelines, c'est pas très loin, c'est visitable gratuitement. Il faut prendre le bateau, il y a un petit bateau qui est mis en service par la ville d'Andrézy pour accéder à l'exposition. Plus proche de nous, j'expose actuellement toujours dans une exposition collective au château de Gilly, en Côte d'Or. Yves, savez-vous où se trouve justement, je cherche votre château de Gilly. C'est en dessous de Dijon. Alors en dessous de Dijon, c'est pas très loin de Vougeot.
On est au pied des coteaux, donc on est dans le pays du vin. Oui, je veux bien le croire. Et le château de Gilly, c'est une hôtellerie 5 étoiles qui reçoit donc des personnes en week-end, en vacances, etc. Donc c'est un très bel endroit avec un parc, et j'expose avec une vingtaine d'autres sculpteurs. Donc très bel endroit. Très bel endroit à visiter, même si on ne va pas profiter de l'hôtellerie, on peut toujours venir visiter. Bah oui. Donc ça c'est jusque mi-septembre ou fin septembre, je ne sais plus très bien. Un peu plus proche de nous encore, à Pontarlier. Ah oui, je connais. A lieu cet été la 89e édition du Salon des Annonciades. Ah oui. Donc ça se déroule dans la chapelle des Annonciades qui se trouve face au musée de Pontarlier. Donc là, nous sommes une trentaine ou une quarantaine d'artistes à exposer sculptures et peintures dans cette magnifique chapelle. C'est la 3e année que j'expose aux Annonciades. Ouais. Alors là, ensuite, on retourne en Haute-Saône, où je fais une exposition à l'abbaye de Bitten. Alors, très peu de personnes ne connaissent l'endroit. Oui. Franchement, je le conseille parce que c'est tenu par des personnes qui habitent ce lieu depuis le début des années 70, et ça se trouve à Adelan, Val de Bitten. C'est dans le nord de la Haute-Saône. Adelan, Val de Bitten. Val de Bitten. Je vois pas trop. C'est un ancien corps avec un cloître, un ancien corps d'abbaye. D'abbaye, oui. C'est assez étonnant comme lieu. Oui, et les propriétaires sont eux aussi étonnants, ce sont de charmantes personnes, et il faut aller les rencontrer. Comme quoi il y a des choses incroyables quand même, on peut pas c'est vrai. Mais complètement, en Haute-Saône, il y a plein de choses à découvrir. Je confirme parce que j'ai découvert des choses grâce à quelqu'un qui est de la Haute-Saône, donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est un département, un coin de la Franche-Comté à découvrir. Ah oui, beaucoup. Il y a des musées aussi, il y a des châteaux, il y a plein d'endroits magnifiques. Et puis ensuite, la 5e expo, qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est une présence en galerie. J'ai des pièces qui sont présentes à la galerie Le 120, non loin de Mulhouse. Donc ça, c'est pour la partie plutôt alsacienne. Voilà, donc toutes ces expositions, ça veut dire au printemps, emmener les sculptures. C'est un petit peu comme on emmène les bêtes à la pâture lorsque l'été, le printemps arrive. Oui, voilà. Et puis ensuite, quand l'hiver arrive, il faut ramener les bêtes. Voilà. Je ramènerai les sculptures. Il y a quelque chose d'assez naturel en fait. Mais c'est vrai, c'est vraiment bien synchronisé tout ça. C'est curieux. Exactement, complètement. Parce que entre l'art et puis oui, c'est vrai, les animaux, c'est vrai qu'à mois de septembre on va les chercher. C'est vrai qu'on va pas les laisser là-haut. Mais c'est vrai que c'est très bien, c'est une belle image. Voilà, je les emmène en pâture et puis je les ramène ensuite à l'étable pour l'hiver. Ça c'est génial, c'est très bien. Et on fait un petit arrêt, puis après on a encore tellement de choses encore à se raconter. Il est 18h12, quartier libre, Chalon Besançon, pour savoir où on parlait donc des expositions. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vont arriver dans les semaines à venir? Vous avez des choses précises encore ou pas? Oui, bien sûr, j'ai un programme d'exposition pour la rentrée, évidemment. Mais avant, j'aimerais vous parler de plusieurs projets. Alors des projets passés et en cours, qui se déroulent encore aujourd'hui, et puis des projets à venir. Alors le premier projet, celui pour lequel je pense pas mal de personnes me connaissent sur Besançon, en Franche-Comté, c'est le projet Plein Gaz. Donc plein gaz, le façonnage, la découpe de bouteilles de gaz. J'en parle, mais le travail ne se limite pas aux bouteilles de gaz. Mais je voudrais simplement en reparler parce que je pense que ça fera tilt dans l'esprit de pas mal d'auditeurs. C'est juste en quelques mots, c'est une aventure qui a démarré bizarrement. Un jour, j'ai découpé une bouteille de gaz. C'est-à-dire, j'ai façonné une bouteille de gaz, pour faire court, on va dire j'ai découpé en dentelle. Avec mon fameux appareil plasma. Bien sûr, en prenant toutes les précautions nécessaires pour que... Évidemment. J'ai découpé cette bouteille, et puis assez rapidement, en parlant autour de moi de ce travail, quelqu'un m'a dit, mais tu devrais en découper une centaine. Bon, j'ai dit, écoute, chiche, on y va. Challenge. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est bien gentil de découper 100 bouteilles, mais il va falloir trouver 100 bouteilles. Comment faire?
Alors là, une autre personne sur Facebook, sur ma page Facebook, m'a donné une idée, m'a dit bah écoute, passe sur France Bleu Besançon. Je suis désolé, je fais de la promotion. Non, mais il n'y a pas de concurrent, mais c'est un confrère. Il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Donc le confrère France Bleu Besançon, et je suis passé en direct dans l'émission Le Maillon Fort sur France Bleu, c'était il y a bien 3 ans, et j'ai exprimé mon projet, j'ai décrit mon projet en demandant aux auditeurs, celles et ceux qui avaient des bouteilles de gaz et qui ne savaient qu'en faire, de bien vouloir me contacter via la radio pour que je puisse venir les chercher. En 2-3 heures de temps, j'ai eu des promesses de dons pour 150 bouteilles. Ça, c'est bien. Ça a été assez dingue. Alors, je le dis tout de suite, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Ah, ben ça tombe bien, j'en ai dont je ne sais plus quoi faire. Oui. J'en ai d'avance. Merci. Il a déjà son stock. J'ai déjà mon stock, c'est très gentil, mais voilà, ça prend beaucoup de place et j'en ai beaucoup d'avance. Oui, Le fait est que ça a très bien marché. Et lorsque j'ai organisé mes tournées de collecte de bouteilles, avec le camion, la remorque, etc., j'ai eu l'idée instantanément de prendre en photo tous les donateurs. Je les ai tous pris en photo, il y en a une 60aine à peu près. Devant chez eux, là où ils étaient, dans leur garage, dans le jardin, sur le pas de la porte, avec leur bouteille de gaz, comme ils étaient. Voilà. Et j'en ai fait un livre. J'en ai fait un livre où on voit toutes les pages en recto montrent mon travail de sculpteur sur les bouteilles façonnées et les installations réalisées avec les bouteilles de gaz. Et toutes les pages au verso, en pleine page, montrent chacune une personne qui m'a donné les bouteilles. Pour moi, c'était leur rendre hommage. Et c'était l'édition de cet ouvrage que j'ai réalisé il y a 3 ans pour la Biennale des Arts Plastiques de Franche-Comté de 2015. Ce livre a vraiment été pour moi une étape importante parce que ça m'a permis de rapprocher, on va dire, l'humain d'un travail artistique, d'un travail de sculpture. Et ça, c'était vraiment un point capital. En fait, les choses se sont faites en avançant. Au départ, quand j'ai commencé à sculpter les bouteilles de gaz, je ne comptais pas faire un livre. Mais c'est en voyant toutes ces personnes, en voulant rendre hommage à leur générosité, à leur complicité, à leur collaboration. Pourtant, il y avait des gens qui n'avaient peut-être jamais visité une exposition d'art contemporain, mais ils sont rentrés dans le jeu. Donc j'ai fait ce bouquin, j'ai marié l'humain avec la sculpture, ce qui n'est pas facile dans un bouquin de sculpture, parce que souvent un bouquin de sculpture, on a des sculptures. Et puis il n'y a rien d'autre, c'est mort, c'est pas vivant. Et donc ensuite, ces personnes qui m'ont donné les bouteilles, je les ai toutes invitées à venir découvrir l'installation que j'ai présentée à l'automne 2015 à la Biennale des Arts Plastiques de Franche-Comté. Et ma grande satisfaction a été que, bien sûr, elles ne sont pas toutes venues, mais certaines, il y en a peut-être une 15aine qui sont venues, voir le résultat de leur don, on va dire. Eh bien, ça, franchement, je peux vous dire, ça fait chaud au cœur. D'arriver à faire venir des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une expo d'art contemporain, ben voilà, j'avais atteint l'objectif. Donc ça, c'était vraiment une belle aventure. Et c'est une aventure qui continue. Parce qu'évidemment, même si j'ai pas mal exposé cette installation plein gaz avec cette fameuse tour de bouteilles de gaz et puis tous les dérivés qu'on peut faire avec les bouteilles de gaz, j'ai exposé dans plusieurs expositions. J'ai exposé à Dole, j'ai exposé à Arc-les-Gray, j'ai exposé à d'autres expos en Franche-Comté. Et puis en France, je suis allé exposer à Lyon, j'ai exposé à Nantes, j'ai exposé à Paris. Je reparlerai de Paris après. Et puis, il y a une exposition, je reparlerai un peu plus tard, à Nancy, fin septembre, 22-23 septembre, où j'exposerai à nouveau ce travail. Voilà. Donc voilà, le projet Bouteille de gaz continue à vivre. Et puis, il y a d'autres idées qui arrivent. Enfin, c'est quasiment infini. Il faut juste que je limite un petit peu parce que j'ai aussi d'autres projets, il n'y a pas que les bouteilles de gaz dans la vie, mais donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un projet vraiment structurant et qui m'a pas mal porté aussi, qui m'a donné de la visibilité. Voilà. Il faut souligner aussi que vous avez été à Paris avec les bouteilles de gaz, vous avez fait une prestation. Alors oui, les bouteilles de gaz à Paris, alors ça c'était assez drôle, c'était à l'automne dernier. Voilà, c'est ça. À l'automne dernier, donc exposition dans le cadre de l'événement Paris Artiste 2017. Oui.
140 artistes qui exposaient dans 40 lieux emblématiques de la capitale, donc quelque chose de une belle organisation avec pas mal de communication derrière. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné par les organisateurs et je me suis donc rendu à la capitale avec ma remorque remplie de bouteilles de gaz, volontairement non bâchées. Oui, pour montrer, pour montrer quand même les œuvres d'art. Pour montrer les œuvres d'art. Bah oui. Et j'en ai fait une vidéo. C'est-à-dire que la veille d'aller installer tout cela sur le site d'exposition, je suis allé à Paris, je me suis arrêté place de la Bastille, je me suis garé devant l'Opéra Bastille, j'ai mis quelques bouteilles sur le trottoir, dans la plus grande indifférence finalement des passants, étonnamment. C'est étonnamment. Vrai. Ouais. Les gens n'ont même pas réagi, rien. Bah non, pas vraiment. J'en ai fait une vidéo, et la vidéo, je l'ai également complétée avec des prises de vue. J'ai mis une caméra embarquée sur ma remorque, et ensuite j'ai traversé Paris. Donc on voit les bouteilles de gaz dans la remorque, et puis on voit le Paris qui défile. Je suis passé devant un lycée, et à un moment donné, je suis passé sur l'île de la Cité. Et là, je me suis dit, mais bon sang, il y a le quai des Orfèvres. Allez, hop, on fait le grand tour. Je suis passé quai des Orfèvres. J'étais suivi par une camionnette de la police. Bah oui. Et j'ai longé à peu près une quinzaine de camionnettes de la gendarmerie. C'est vrai ? Oui, avec pas mal de gendarmes qui étaient là. Donc, dans l'indifférence la plus complète. Tous ces gens-là ont bien compris que ce n'était que des sculptures. Oui, c'est pas mais vrai. enfin, je voulais quelque part relever le défi. Oui, mais pour savoir. Et tout cela, c'est en vidéo, donc dans la page vidéo sur mon site internet. Ah, ça, c'est à voir. Ça voilà, donc je rappelle, mon site internet, c'est très simple. Il faut taper sur le moteur de recherche Michel Laurent Sculpteur. Voilà. C'est vraiment simple. Hein. C'est très simple. Ah, c'est très bien. Donc voilà, je m'amuse aussi beaucoup dans ce que je fais, et c'est important pour moi. C'est une part. Faire ce job, c'est, je sais pas si c'est un job, mais en tout cas, avoir cette activité, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de réflexion, des soirées, des week-ends, des journées passées, enfin bon, bref, c'est beaucoup d'investissement, mais en même temps, il faut aussi trouver un petit peu de choses pour passer du bon temps, être un peu dans l'originalité, et puis explorer des terrains un peu nouveaux. Je trouve que c'est vraiment bien, hein, c'est bien. Celui-ci, c'est très bien. On va marquer un petit temps d'arrêt. 18 ans sculpteur, c'est Châlons-Besançon, c'est quartier libre, on n'a pas terminé encore, on a beaucoup de choses encore à savoir. Lesquelles d'ailleurs, Michel ? Dites-nous encore, qu'est-ce qu'on doit encore savoir ? Il y en a des choses à savoir sur vous, et aussi sur vos œuvres. Oui, la sculpture métal, ça emmène toujours très loin. Oui. On vient de parler du projet plein gaz, sculpture sur bouteille de gaz. À présent, je voudrais évoquer également un autre projet qui est en cours, qui concerne la sculpture sur godettes pelleteuses. Qu'est-ce que c'est que ce... Eh bien, ce sont de braves godettes pelleteuses qui ont pour la plupart servi de longues années attelées à un engin de chantier pour la plupart du temps, et en fin de vie délaissées par leur utilisateur parce que plus trop vieux, parce que plus d'engin qui correspond au godet, finalement ça peut atterrir chez un sculpteur. Et donc ces fameux godettes pelleteuses qui sont souvent assez impressionnants avec des dents, eh bien je les découpe, j'en fais des dentelles. Ce qui déjà est plus pratique pour les transporter puisque c'est plus léger ensuite. Oui, c'est vrai. Et puis après ça a un côté plus poétique. Oui, qui a priori n'est pas le cas d'un godet de pelleteuse lorsqu'il est entier. Je suis d'accord avec vous. Oui. Donc je détourne, pour le coup là c'est aussi un détournement d'objet. J'ai d'ailleurs, peut-être que certains auditeurs m'ont vu à cette occasion, j'ai fait une démonstration en public le 1er juillet dernier, dimanche 1er juillet, aux Forges de Beigne. Alors, savez-vous où se trouvent les Forges de Beigne ? Justement, je suis en train de... Les Forges de Beigne se trouvent en Haute-Saône. Ah oui, mais ça je savais, mais non loin de Vesoul. Ah oui, voilà, d'accord. C'est un tout petit village dans lequel il y avait des forges à une époque reculée, au 19e, et même un peu avant. Étonnant. Des bâtiments assez étonnants. Je ne peux que recommander les auditeurs qui passent vers Vesoul de faire un crochet pour aller aux Forges de Beigne. Voilà. Et donc j'avais montré en public ce travail de découpe de godettes pelleteuses. Je suis en train d'en faire une série. J'aimerais bien en faire une série de 12
comme les boîtes d'œufs. Oui, aussi, oui. Voilà, avec différents types de découpes, différents motifs, pour ensuite pouvoir faire une expo uniquement avec ce type de pièces. Donc si des auditeurs travaillent dans le BTP, disposent de petits ou de gros godettes pelleteuses, on va dire sans plus d'utilité pour eux, eh bien qu'ils vous contactent. Yves vous ferez certainement passer le message. Oui, et moi je vous les apporterai dans la main. Voilà, c'est ça. Vous les amènerez en vélo. Hein. Oui, dans ma sacoche, oui. Voilà, donc ça c'est un travail en cours que je suis en train de mener. Souvent avec des épaisseurs à deux découpes de 30 mm, facile. Hein, donc c'est vraiment du lourd, comme on dit. Ensuite, il y a un autre travail que j'ai commencé il y a quelques années et qui remporte un certain succès. C'est un travail que j'appelle connexion cybernétique. Qu'est-ce que c'est que ce terme encore ? Connexion cybernétique, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Parce que connexion, oui, connexion, je veux connexion, bien, mais... oui, alors ce sont des sculptures en forme d'anneau. Yves, imaginez une bague. Oui, imaginez une bague, un petit peu large, d'un certain diamètre, mais constituée uniquement de morceaux d'acier découpés dans une plaque et ensuite soudés entre eux. D'accord, oui. Voilà. Et c'est pour ça que j'appelle ça connexion cybernétique, parce que sur un anneau de 1 mètre de diamètre, on a peut-être 150 pièces qui sont soudées ensemble, qui sont connectées ensemble. Cybernétique, parce que la connexion est totale, et voilà, c'est quelque chose qui tourne, boucle, cybernétique. D'accord. Voilà. Donc je réalise des anneaux de différentes tailles jusqu'à 1 mètre de diamètre. Alors 1 mètre de diamètre, il pèse quand même 50 kg. 1 mètre de diamètre, 25 cm de largeur, et puis une épaisseur de 2 à 3 cm à peu près, de 10 à 30 mm. Et l'intérêt, pour moi, c'est d'en réaliser une série de différents diamètres, que j'exposerai normalement. Si tout se passe bien, je devrais exposer cela au salon d'art d'art, qui aura lieu à Arc-les-Gray, mi-novembre. On en reparlerai tout à l'heure. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Donc ça c'est aussi un autre projet qui amène à faire une série. Je travaille souvent avec des séries en fait. Ah oui ? Oui, parce que une série permet d'exposer non pas une pièce, mais toute une série, et ça, quelque part, ça oblige le visiteur d'une exposition à avoir un autre regard. Oui. Voilà. C'est pour le regard. Le regard, et puis aussi créer une installation. C'est-à-dire que les godettes pelleteuses, on en prend un, on le pose. C'est pas mal, il y a un côté, un côté interne. Mais vous faites une exposition avec 12 godettes pelleteuses qui sont plus ou moins installées avec une sorte de scénographie. C'est complètement autre chose. Oui, j'imagine, oui, ça tout à fait. Ça permet de faire des expositions thématiques et aussi. assez homogènes, de présenter une idée et pas 10, 20, 30 idées sur un stand. Voilà. Beaucoup plus dépouillé, beaucoup plus léger. Ensuite, il y a bien d'autres sculptures. Je peux vous parler de sculpture et d'architecture. Mais on pourra peut-être le développer après, peut-être un morceau de musique, mais simplement en 2 mots. Oui, dites-moi. Mon travail, qui jusqu'à présent était beaucoup tourné vers des pièces petites et moyennes, se voit complété de plus en plus par des réalisations monumentales. Alors, ce que j'appelle moi monumental, on va dire, c'est environ autour de 3 mètres de haut, pour des pièces qui font des fois plus de 500 kilos. Donc c'est mon monumental à moi. Pour d'autres, ce sera peut-être de petites pièces, mais voilà. Mais pour vous, c'est déjà, c'est déjà important. Donc j'ai une activité qui actuellement se tourne de plus en plus vers ce type de pièces, et je pourrais vous expliquer après pourquoi, comment et avec qui je travaille sur ce type d'œuvre. Alors, on va laisser le suspense s'installer sur Chalon Besançon, quartier libre. Michel, dites-nous tout. Encore tellement de choses encore à savoir. Oui, Yves. Ce que je disais précédemment, c'est que je travaille de plus en plus à la réalisation, à la conception et à la réalisation de sculptures de grande dimension pour
cette fois-ci, ce sont des commandes en fait qui sont passées par le plus souvent des acteurs du secteur de l'immobilier, mais pas que. Proche de nous, j'ai récemment réalisé deux sculptures qui sont visibles sur la voie publique, on va dire. L'une est installée à Prémanon. Prémanon, c'est dans le Jura, dans le Haut-Jura, juste à côté des Rousses. D'accord. C'est une sculpture qui se trouve sur un rond-point au centre du village de Prémanon et qui a été commandée, réalisée sur place d'ailleurs, en public, à l'occasion du 250e anniversaire de la paroisse de Prémanon. Donc pour le 250e anniversaire du village. C'est beau ça. Oui, tout à fait. Une autre sculpture encore plus proche de nous, toujours dans le Jura, qui a été cette fois-ci une commande de la communauté de communes du Jura Nord, qui m'a commandé une sculpture autour de la symbolique de cette nouvelle communauté de communes. La sculpture est installée à Gendray. Gendray, donc c'est, on va dire, dans le Jura Nord, pas très loin de la Haute-Saône. Oui. Et cette sculpture symbolise les 33 communes de la communauté de communes par la réalisation, par l'assemblage de 33 cadres en métal que j'ai réalisés, qui sont soudés entre eux de manière un petit peu aléatoire, on va dire, et qui constituent une sorte de symbolique de cette communauté de communes. Et si d'aventure la communauté de communes vient à accueillir une 34e commune, je n'hésiterai pas à aller souder un 34e cadre sur la réalisation. Donc ça, c'était des communes, des réalisations, on va dire, sur la voie publique. Ce que je fais aussi depuis 2 ans à présent, ce sont des sculptures qui sont des commandes d'acteurs de l'immobilier, qui réalisent généralement un ou plusieurs immeubles et qui entendent introduire une dimension artistique dans leur ensemble immobilier, de façon contractuelle avec leurs clients. Donc via un agent que j'ai sur la région lyonnaise, j'ai des contacts avec ces... Et ça me permet, c'est très intéressant parce que ça permet de concevoir des projets, de les soumettre, et lorsque l'on tombe d'accord, bien sûr, ensuite de les réaliser. Avec la certitude, bien sûr, puisque c'est un projet vendu. Donc c'est la difficulté du monumental, parce que comprenez bien que lorsque vous réalisez une sculpture de petite ou de moyenne taille, il y a bien sûr le temps passé à cette réalisation, ce qui est incompressible, c'est du temps, c'est précieux, mais au niveau de la matière, ça reste encore modeste. Réaliser une sculpture monumentale, certes, ça prend déjà beaucoup de temps, mais ensuite c'est beaucoup d'investissement en matière. Souvent, c'est parfois plusieurs tonnes d'acier à acheter, et donc c'est beaucoup d'investissement. Donc c'est une manne financière qui dort et dont vous n'êtes pas sûr de la vendre dans les mois ou dans les années à venir. Donc avoir des commandes pour ce type dans les mois ou dans les années à venir. Donc avoir des commandes pour ce type de travaux, c'est vraiment très plaisant. Ça permet un peu de s'éclater sur du monumental. Et encore une fois, je reviens là-dessus, à se challenger. Parce que quand on a du monumental et qu'on dit, ok, pour telle date, à tel endroit, je fais telle sculpture. Et puis des fois on se dit, ouais, mais alors comment je vais la faire? Et donc de là découle tout un engrenage de réflexion. Quelle procédure? Parce que c'est intéressant d'introduire à ce stade de notre discussion. L'artiste il réalise une sculpture. On peut se dire, oui, c'est un artiste, il rêve, voilà. Mais attention, il y a effectivement le geste artistique, très important, puisque c'est la chose que va voir le client, la chose que vont voir les gens qui vont côtoyer la sculpture, qui vont l'apercevoir. Ils ne verront pas le travail qu'il y a derrière, peu importe. Donc il y a le geste artistique, il y a l'idée. Mais ensuite, il y a toute la mécanique des matériaux, savoir comment on va la réaliser. Est-ce que mes outils vont être suffisants pour réaliser la pièce? Est-ce que je vais pouvoir la manipuler moi-même avec mes engins, mes outils?
Est-ce que les soudures vont être assez solides pour que ça résiste au temps, aux contraintes mécaniques? Est-ce que je vais pouvoir la transporter dans de bonnes conditions? Quel engin de levage on va devoir demander sur place, etc. pour la bouger? Donc c'est toute cette réflexion qui doit être menée par l'artiste lui-même. Donc, et ça, c'est vraiment très très important. Donc il y a une part de rêve. Évidemment, c'est indéniable. Et c'est pour ça que je fais de la sculpture, pour cette part de rêve. Mais derrière, en backstage, il y a toute la partie de travail logistique et puis de réalisation. Bien sûr. Parce que si je m'aperçois pour faire cette sculpture qu'il me faut un mois de plus, qu'il me faut un engin supplémentaire, etc., là ça va pas. Donc il faut très rapidement se jouer le film de la réalisation de la sculpture. Donc moi j'imagine comment je vais faire chaque étape de la sculpture au moment où je devise, au moment où je fais mon devis, pour dire si c'est possible, c'est pas possible, et faire quelque chose de réalisable. Donc voilà, il y a toute cette... je dirais c'est comme un cuisinier qui va dire bon bah voilà, demain je propose tel menu, et ben je me fais le film de tout ce que je vais faire dans ma cuisine pour arriver à proposer le menu que j'ai promis. C'est exactement pareil. Oui. Et donc il y a des moments où je transpire un peu parce que je me dis là je sais pas comment je vais faire, faut que je trouve une solution. En général ça se passe bien parce qu'il y a toujours une solution derrière, mais je croise les doigts quoi. Parce que c'est des fois c'est un petit peu rock'n'roll. J'imagine ça. Mais c'est aussi le côté plaisant. C'est aussi le côté plaisant de pas toujours être dans le. Oui. Faut dépasser un petit peu la limite de confort. Oui, voilà. Exactement. Et encore une fois, ça permet d'apprendre. Oui, bien sûr. Et à chaque fois que j'ai réalisé une sculpture monumentale, je m'en suis trouvé grandi parce que j'ai ajouté d'autres cordes à mon arc. J'ai parfait certaines méthodes. J'ai utilisé ou détourné certains outils. Juste un exemple, lors d'une des dernières réalisations que j'ai faites, au moment où on fait des soudures et puis des fois l'acier vient à gondoler, vient à prendre une forme qu'on n'a pas souhaitée. Et quand c'est de l'acier en épaisseur 20 mm, il suffit pas d'appuyer dessus avec son doigt. Donc j'ai réussi à me tirer d'affaire avec des sangles de camion. En tendant à mort l'acier pour le ramener dans une position souhaitée. Enfin bref, et sans arrêt, c'est comme ça, on tourne autour de la sculpture, on essaye d'inventer quelque chose, on trouve une solution. Les heures passent très vite. Très vite. Puis c'est surtout les angoisses aussi, parce que... C'est pas des angoisses, je dirais que c'est presque un jeu. Oui, mais attendez, c'est un jeu, mais quand même qui a ses limites, parce que si jamais c'est vraiment, s'il peut y avoir quelque chose, s'il y a un problème vraiment qu'on n'arrive pas à résoudre pour X raisons, et puis qu'on se trouve devant un fait établi dans le sens qu'il faut rendre la copie pour exposer, etc., puis ça va pas marcher. Il y a des problèmes de timing. Voilà, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Parce qu'alors là, moi, je voudrais bien pas. Bien sûr. Mais en général, ça se finit toujours ric-rac, mais ça se finit bien. Parce que ça fait vraiment de la chance pour l'instant. C'est bien, ça, c'est bien. Non, je suis serein. Serein. Oui. Rien ne vous fait peur. Des fois, un défi, c'est un défi. Et franchement, puis en plus, une matière qui est pas facile, c'est pas du coton. Non, mais c'est vrai, mais au départ, c'est quand même mesuré. Oui, au départ. Oui, au départ. Quand je dis je fais telle pièce pour telle date, même s'il y a des points d'incertitude, j'ai quand même une marge. Oui. Pas fou non plus. Non, mais vous prenez pas trop de risques quand même, j'espère, parce que c'est quand même une matière qu'on peut pas vraiment travailler comme ça avec les mains. Non, c'est ça. Après c'est une question d'expérience. Et puis l'expérience, elle se fait à chaque réalisation, on gagne en expérience. C'est ça qui est très important. Je suis d'accord avec vous. Oui. C'est pour ça qu'il est très important. Je suis d'accord avec vous. Oui. C'est pour ça qu'il est bon de temps en temps de sauter un peu dans le vide. Oui, sans parachute quoi. Bah si, on trouve le parachute avant d'atterrir quand même, parce que sinon... j'espère pour vous, parce que bon, je vois les dégâts. Et donc là, pour le secteur de l'immobilier, j'ai déjà travaillé à 2 reprises sur Lyon, également pour une réalisation dans l'Ain. Et là, j'ai des projets que j'ai bientôt commencé à réaliser pour Clermont-Ferrand et pour Annecy. Et puis peut-être aussi pour Strasbourg. Donc il y a quand même des choses qui se passent.
dans ce secteur. Et heureusement, d'ailleurs, c'est bien pour vous, parce que ça veut dire que quand même, enfin, c'est vrai que on pourrait pas croire que ça, quand même, que ça peut vivre, mais en fait, si c'est quelque chose avec lequel on peut vivre cette matière, parce que c'est quand même franchement, si vous dites que vous travaillez avec des bouteilles de gaz ou vous faites des trucs comme ça, c'est quand même, sincèrement, c'est quelque chose qui paraît un peu hors du commun. Je veux dire, on peut pas, voilà, c'est pas des choses banales, là, c'est pas banal que ce qu'on fait, c'est pas banal que ce qu'on fait. C'est pas banal, mais l'acier, qu'il soit sous forme d'une bouteille de gaz, sous forme d'une plaque, sous forme d'un godet de pelleteuse ou autre, ça reste de l'acier. Oui, il n'a pas forcément les mêmes propriétés chimiques et métallurgiques, mais globalement, pour ce que j'en fais, ça reste de l'acier. On fait un temps d'arrêt. C'est toujours quartier libre sur Charles Besançon. Il est 18h53. Parce qu'on peut dire que la matière, le fer quand même, c'est l'acier. C'est vrai qu'on ne pourrait pas croire quand même qu'on peut vraiment faire des choses avec de l'acier, parce que, écoutez, franchement, il faut vraiment avoir l'esprit vraiment tordu, c'est à le dire. Pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est vrai. Pas tant que ça, non. Mais bon, vous êtes artiste à votre façon, Yves, je m'entends bien. Mais c'est vrai que, non, l'acier, c'est pas impossible de travailler l'acier. Il faut juste les bons outils. Oui. Il faut les bons outils. Alors certes, ça prend du temps, comme tout travail de la matière. Vous savez, le travail du verre, le travail du bois, le travail de la terre, de la pierre, n'est pas simple non plus et nécessite aussi des outils appropriés et un savoir-faire indéniable. Mais pour revenir à l'acier, donc ma matière de prédilection, je voudrais présenter une démonstration que je vais faire en public. En tout cas, parler de cette démonstration, l'annoncer, c'est pas tout de suite, mais ça aura lieu pendant le festival. Est-ce que vous savez ce qu'est le Méca Estival, Yves ? Écoutez, il y a tellement de festivals. Ça se passe en Haute-Saône. Encore, oui, il se passe beaucoup de choses en Haute-Saône. Écoutez, il va falloir que je déménage, parce qu'il faut que je déménage, parce que je ne comprends rien. Je suis à Besançon. À Besançon, il ne se passe plus rien. Donc, il faut que j'aille en Haute-Saône pour savoir. Qu'est-ce que c'est que le MAC Le Méca Estival. Alors, le Méca Estival, ça se déroule à Montagné. Oui, donc entre Pem et Marnay. Oui, là je vois. Voilà, ça aura lieu le dimanche 9 septembre 2018. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien simplement, c'est le rassemblement de voitures anciennes et de motos anciennes, et aussi de vieux tracteurs. Enfin, tout ce qui roule et qui est ancien a rendez-vous à Montagné ce jour-là. D'accord. Je crois, c'est la 4e ou la 5e édition, enfin peu importe. C'est déjà en tout cas une manifestation qui est bien rodée. Et cette année, j'aurai le plaisir de faire une démonstration de sculpture en public. Démonstration de sculpture, car j'ai voulu être en phase avec la thématique. Donc, je sculpterai une voiture. En public. Je sculpterai une voiture en public avec ce fameux outil que l'on appelle la torche plasma. Ah oui, ça fait des étincelles. Ça, ce truc-là, ça m'a. Il faut venir, Yves, il faut venir. Il faut que je vienne absolument. Ah, je serais mécontent de ne pas vous voir, effectivement. C'est vrai. Non, alors, il faudra venir voir. Et en tout cas, je donne rendez-vous le dimanche 9 septembre à Montagné. Donc, quand on vient de Besançon, on va à Marnay et ensuite, on tourne sur la gauche, direction Pem. Ouais. Donc, Montagné en Haute-Saône. Ne pas confondre avec Montagné-Servigné dans le Doubs. Oui. Non, attention. Donc Montagné-Haute-Saône. Et là, le Méca Estival, démonstration. Alors il y a plein d'activités, beaucoup de véhicules à voir. Et aussi une démonstration de sculpture en public sur un véhicule ancien. Ça y est, j'ai un véhicule ancien. Ça y est, j'ai récupéré le véhicule. Je peux vous dire, allez, je vous dévoile ce que ça va être comme voiture. Oui, alors c'est quelque chose de français ou européen, c'est quoi ? Européen. Européen, ça commence par un F. Un F Non, c'est pas Ferrari. Non, c'est pas Ferrari, non. J'ai pas encore les moyens de découper une Ferrari. Ce sera une Fiat. Une Fiat 127. Ouais. Petite voiture sympathique, que je suis en train de préparer. Ah, dites donc, une Fiat. Voilà. Et donc, j'en profite pour lancer un appel à vos auditeurs. En parallèle de cette activité, de cette démonstration en live, j'exposerai aussi des petites sculptures réalisées à partir de pièces de carrosserie de voitures emblématiques. Donc j'ai déjà récupéré 2 portières de 2 chevaux, j'ai récupéré un capot de BMW. Hier jeudi, je suis allé déterrer au fin fond de la Haute-Saône une vieille Dauphine. Oh, ça existe encore, ça ? Ça existe à l'état d'épave. Ah oui, d'épave. Donc je suis allé la récupérer pour faire des sculptures à partir de ces
pièces de carrosserie, il y a certains bouts de carrosserie qui sont encore à peu près potables. Donc je vais faire des sculptures et je lance un appel aux auditeurs en leur demandant, voilà, si vous avez une vieille portière de DS, si vous aviez une aile de 4L, tiens, si vous avez un coffre de 2 chevaux ou que sais-je encore, un vieux bout de ferraille d'une voiture emblématique ou d'une R5 même, enfin voilà, qui évidemment qui ne peut plus être utilisé par un restaurateur, parce que j'entends bien que ces pièces-là ont de la valeur lorsqu'elles elles ont encore une forme exploitable, mais des fois il y a on peut plus rien en faire. Il y a encore de la peinture dessus, etc. Mais voilà, si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. D'ailleurs, on trouve facilement mes coordonnées sur le site internet. Il faut taper sur un moteur de recherche Michel Laurent et sculpteur. Et là, on tombe sur mon site. Et là, on peut laisser des messages. Et puis il y a mon téléphone, mon adresse email, il y a tout. C'est ça qui est bien. Ouais. Donc, ça se déroulera à Montagnier le dimanche 9 septembre. J'espère qu'il fera beau, on croise les doigts. Ah oui, il vaudrait mieux, oui. Voilà. Sinon, parmi les prochaines expositions, j'aurai le plaisir, donc, comme je viens de le dire, d'être à Montagnier au Make Festival. Ensuite, un petit peu plus tard, les 22 et 23 septembre, je serai à Nancy avec ma fameuse tour de bouteilles de gaz. Et donc là, je suis invité par une association qui organise une exposition qui s'appelle Faubourg en tête de l'art. Oula. Il y a un méchant jeu de mots. Oui. Faubourg, parce que en fait, l'exposition, c'est une exposition collective de plusieurs sculpteurs qui se déroulera dans une rue qui sera privatisée pour l'occasion et qui sera entre la porte de la CRAF et la porte de la CRAF et la porte de la Citadelle. Pour nos amis nancéens, ça leur dira quelque chose. Et donc voilà, je suis vraiment impatient de faire cette exposition à Nancy, parce qu'il paraît qu'il y a pas mal de succès et une très bonne ambiance. Un petit peu plus tard, là c'est au mois d'octobre, alors j'ai complètement oublié de réviser la date, mais ce sera à Battenheim, dans le Haut-Rhin, pour une exposition qui s'appelle, attention, accrochez-vous bien, non, je m'accroche parce que voilà. Bat Art. Oh là là, je suis pas toujours bien en phase avec les noms, mais voilà, donc je sais pas si c'est vraiment vrai. Bat B-A-2-T apostrophe A-R-T, Bat Art à Battenheim. Ah oui, bien. Bon, voilà, quelqu'un qui a une idée, il a trouvé un nom, mais voilà, c'est bien. Et puis, bien sûr, j'en reviens aussi à une autre exposition qui aura lieu mi-novembre, plus proche de nous, en Haute-Saône, le salon d'Art, qui organise sa 5e édition cette année. Si vous m'invitez, Yves, à venir parler de Dardar, je serai heureux. Oui, si je suis encore là, oui. Et là, je pourrais vous décrire les artistes qui ont été retenus, sélectionnés pour ce salon. On a quelques pointures. Je ne vous annonce pas de nom tout de suite. Ah non, il vaut mieux suspense, faut attendre. Mais on a quelques pointures. On a la chance d'avoir quelques pointures. Ça, c'est déjà pas mal. Et ce salon Dardar se déroulera les 16, 17 et 18 novembre. 16, 17, 18 novembre. Ça commence le vendredi après-midi, ça se termine le dimanche soir. Voilà. Ça, c'est déjà un point important, puisque c'est vrai que l'année dernière, on en avait discuté, on en avait parlé ici sur cette antenne, du salon Dardar qui s'est déroulé au mois d'octobre l'année dernière, 2017. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose que très peu de gens connaissent, parce qu'il y a beaucoup de festivals dans ce domaine-là, puisqu'il y en avait eu un à Micropolis, dans les noms. Oui, alors, à Micropolis se déroule la Biennale des Arts Plastiques de Franche-Comté. Voilà, c'est ça. Donc, comme son nom l'indique, c'est tous les 2 ans. Oui. C'est un salon qui regroupe à Besançon à peu près 150 artistes. Donc, la prochaine édition se déroulera en 2019. Oui. Le salon Dardar, lui, il est annuel. C'est l'organisateur Daniel Magnin, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui malheureusement, qui est l'organisateur du salon, la Biennale, un des organisateurs de la Biennale des Arts Plastiques de Franche-Comté, parlait du salon Dardar en le qualifiant de petite biennale. Ah bon ? Donc oui, parce qu'il était proche des organisateurs du salon Dardar, et il avait vu en ce salon, dès les premières éditions, un salon de qualité. Il avait vraiment repéré cela en ce sens. Et je lui donne vraiment raison, parce que c'est la voie dans laquelle les organisateurs du salon souhaitent développer cet événement. Donc cette année, on monte encore en puissance.
avec de nouveaux exposants, de nouveaux artistes, des peintres pour beaucoup, mais aussi des sculpteurs, quelques galeristes qui seront présents, et voilà, mais j'aurais vraiment un grand plaisir à venir en parler et à donner plus de détails, peut-être début novembre. Oui, début novembre, un vendredi, par exemple, comme ça, qu'on ait le temps de parler à bâton rompu, comme on dit. Avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que là, on a la chance, chez nous, on a la chance quand même de pouvoir s'exprimer. C'était pas toujours partout pareil. Hein. Ça me va un tout